Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal, coach Régénère. Et aujourd'hui, on va parler d'un mécanisme physiologique que la médecine moderne adore détruire, l'inflammation. Oui, ce mécanisme que votre corps met en place pour vous protéger, réparer, restaurer, et que l'on passe notre temps à bloquer à coups de comprimés, de perfusions et d'injections. Pourquoi ? Parce qu'on déteste les symptômes. On ne supporte plus la moindre gêne, la moindre sensation de chaleur, la moindre rougeur. Dans cette culture du confort permanent, on confond se sentir bien et être en bonne santé. Et c'est là la grande illusion. Le numéro de prestidigitateur de la médecine moderne te donner l'impression d'un terrain en pleine forme par la simple disparition des symptômes, alors même que la dégradation du terrain continue en coulisses. C'est du Canada Dry. Ça ressemble à la santé, ça a la couleur de la santé, mais ce n'en est pas. Résultat, dès que le corps active ses pompiers, on les licencie. On leur met des menottes, on leur dit surtout, ne réparez pas, ça dérange le patient. Et après, on s'étonne que les tissus ne cicatrisent pas, que les infections traînent, que les maladies chroniques explosent. Le problème, ce n'est pas l'inflammation. Le problème, c'est qu'on ne sait plus faire la différence entre une réaction normale et vitale et un dérèglement chronique. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on continuera à saboter la mécanique la plus géniale que le vivant ait inventée pour nous sauver. Aujourd'hui, on va donc plonger dans ce qu'est réellement l'inflammation et non, ce n'est pas juste quand ça gonfle et ça fait mal. Pourquoi elle est indispensable à la vie, ce qui se passe quand elle devient chronique, comment les médicaments anti-inflammatoires perturbent votre biologie et surtout, comment restaurer un corps qui gère naturellement ses inflammations au lieu de les subir. Vous allez voir, après cet épisode, vous ne verrez plus jamais la fièvre, le gonflement ou la rougeur comme des ennemis, mais comme les alliés que vous sabotez sans le savoir. Alors, qu'est-ce que l'inflammation physiologiquement ? L'inflammation, rien que le mot, il fait peur. Dans l'imaginaire collectif, c'est rouge, c'est chaud, c'est douloureux, et il faut vite faire taire ça, parce que ça fait réfléchir, chier, oui, il n'y a pas d'autre mot. Pourtant, si on enlève l'émotion et qu'on regarde l'effet physiologique, l'inflammation est avant tout un mécanisme vital de protection et de réparation. C'est une réponse adaptative, complexe et extrêmement efficace qui se déclenche quand le corps détecte une agression. Alors, commençons par la définition scientifique de l'inflammation. L'inflammation est une réaction biologique complexe liée au système immunitaire inné. Réaction biologique complexe liée au système immunitaire inné. Elle se met en place lorsqu'un tissu est agressé par un agent reconnu comme non approprié par le corps, type bactéries, virus, champignons, une lésion mécanique, coup, entorse, brûlure, une agression chimique, toxines, produits irritants, ou encore un stress métabolique, glycation, oxydation. Son objectif est double. 1. Neutraliser la cause de l'agression, ou au moins la contenir. 2. Réparer les dommages tissulaires et restaurer l'homéostasie. Donc, posons-le tout de suite. L'inflammation n'est pas un état vague. C'est un processus finement orchestré en plusieurs phases. Phase 1, phase d'alerte, détection. Les cellules sentinelles, macrophages, mastocytes, cellules dendrites, détectent l'agression grâce à des récepteurs spécialisés que l'on nomme PRR, Pattern Recognition Receptors. Elles libèrent immédiatement des médiateurs ou messagers, eux-mêmes chimiques, histamine, prostaglandine, cytokine, qui déclenchent la réaction locale. Ensuite, une phase vasculaire, l'ouverture des veines, Les vaisseaux sanguins de la zone s'élargissent, vasodilatation, augmentant ainsi l'afflux sanguin, c'est ce qui donne la chaleur et la rougeur. Ensuite, les parois deviennent plus perméables,
pour laisser passer les cellules immunitaires et le plasma. C'est ce qui provoque l'œdème. Ensuite, phase cellulaire. Voilà, c'est le débarquement des troupes. Les neutrophiles arrivent en premier, suivis des monocytes qui se transforment en macrophages. Leur rôle, phagocyter, manger, les débris cellulaires, les microbes, les particules étrangères. Enfin, phase de réparation, de reconstruction. Une fois l'agresseur neutralisé, d'autres médiateurs, facteurs de croissance, fibroblastes, relancent la reconstruction du tissu. Les cellules mortes sont éliminées, les fibres et la matrice extracellulaire sont réformées. Alors, les 4 signes cardinaux de l'inflammation. Notez bien que ces signes étaient déjà écrits par Galien qui a vécu de 129 à environ 201 après Jésus-Christ. C'était un médecin, chirurgien et philosophe grec de l'Empire romain, considéré comme l'une des figures majeures de la médecine antique. Et encore, c'est antérieur à lui car il n'a pas découvert les 4 signes cardinaux de l'inflammation. Il les a repris et popularisés à partir des travaux de Cels, de 25 à peu près à 50 après Jésus-Christ, dans son traité de Médicina. Galien a surtout enrichi la compréhension du phénomène. Alors, rubor, rougeur, due à l'augmentation du flux sanguin. La fonction a amené rapidement plus d'oxygène, de nutriments et de cellules immunitaires sur le site de l'agression pour accélérer la neutralisation et la réparation. Calor, chaleur, due à la vasodilatation et à l'activité métabolique locale. La fonction, optimiser le travail des enzymes et des cellules immunitaires. Leur efficacité augmente avec la température. Et limiter la prolifération de certains microbes sensibles à la chaleur. Tumor, gonflement, dû à l'œdème, c'est-à-dire l'accumulation de liquide et de protéines plasmatiques. Leur fonction, diluer les toxines, faciliter l'arrivée des facteurs de défense et créer un matelas protecteur autour de la zone blessée pour la mettre à l'abri. Dolor, douleur, causée par les médiateurs inflammatoires, prostaglandines, bradykinine, qui sensibilisent les terminaisons nerveuses. Leur fonction, alerter le cerveau de la présence d'un problème et imposer un ralentissement ou une immobilisation pour éviter d'aggraver la lésion. On peut rajouter un 5e signe que l'on nomme fonctio laesa, perte temporaire de fonction, dans la zone concernée. Non systématique, mais fréquente. Leur fonction, c'est forcer le repos et la protection du tissu en cours de réparation afin que le processus de guérison se déroule sans nouvelles agressions. Donc, l'inflammation est une réponse active, pas un effet secondaire. C'est ce qui est fascinant, c'est que l'inflammation n'est pas un dysfonctionnant, pas du tout. C'est un programme de survie millimétré, déclenché volontairement par le corps, inscrit dans nos gènes depuis des millions d'années. Sans ce programme, sans lui, la vie s'arrête. C'est simple, sans inflammation, une plaie ne cicatrise pas. Il n'y a aucune coagulation efficace, aucune régénération des tissus. Sans inflammation, une infection banale peut devenir mortelle. L'organisme n'active pas ses défenses locales, laissant les microbes se propager librement. Sans inflammation, une fracture reste un point faible à vie. Aucun appel de calcium, aucune consolidation osseuse durable. Sans une inflammation, une brûlure mineure dégénère, faute de nettoyage cellulaire et de reconstruction. En clair, bloquer systématiquement l'inflammation, c'est comme arrêter un chantier de réparation en pleine action. On renvoie les ouvriers, on coupe l'électricité, on ferme le chantier et on s'étonne ensuite que la maison s'effondre. C'est un mécanisme qui, dans sa phase aiguë, est parfaitement orchestré. Augmentation du flux sanguin, mobilisation des cellules de l'immunité, nettoyage des débris, reconstruction. À chaque étape, l'organisme dépense une énergie considérable pour restaurer l'intégrité des tissus et assurer la survie. Et c'est là que la médecine moderne se trompe. Elle traite l'inflammation comme une erreur, alors qu'elle est la preuve que le corps fait son travail. Et là, on touche vraiment à la racine du problème. L'inflammation peut remplir son rôle. Impose un ralentissement, chaleur, douleur, perte de fonction. Autant de signaux qui disent au corps « Stop, maintenant, tu te poses, tu te reposes, tu reconstruis. » Ça vous fait rire parce que vous le savez au fond de vous-même. Ce fameux « Stop,
Maintenant, tu te poses, tu te reposes, tu te reconstruis. Sauf que dans notre société, le repos est un crime économique. Un organisme qui se met au repos, c'est une baisse de productivité, c'est une machine qui s'arrête. Et dans une logique de rendement permanent, un esclave qui s'arrête pour se réparer, c'est une perte d'argent. Alors, tout est fait pour que vous puissiez continuer à produire, même cassé. On anesthésie la douleur, on baisse la fièvre, on coupe les signaux. Pas pour votre bien-être, mais pour vous remettre debout le plus vite possible, quitte à vous briser définitivement. C'est la médecine d'atelier. On change la pièce usée, si c'est rapide, on met un bout de scotch sur la fuite, on vous renvoie à la chaîne parce qu'il ne faut surtout pas que la machine globale s'arrête. On ne parle plus de santé, mais de maintien fonctionnel. Et dans ce paradigme, l'inflammation est un ennemi parce qu'elle vous rappelle que vous êtes vivant, pas une pièce interchangeable. Regardez le monde du sport et vous verrez la caricature parfaite de ce système. Les micro-déchirures, les tendinites, les inflammations articulaires, des signaux clairs que le corps a besoin de se réparer. Mais dans la logique de la performance à tout prix, il faut continuer à s'entraîner, continuer à performer, continuer à rapporter des médailles ou du chiffre d'affaires. Alors, on gave les athlètes d'anti-inflammatoires, de corticoïdes, d'analgésiques, on coupe la douleur comme on coupe le fil d'une alarme incendie, jusqu'au jour où le corps, littéralement essoré, ne peut plus suivre. Et là, on jette. On le remplace. Car dans ce système, on exploite votre capacité d'effort et de travail jusqu'à ce que vous soyez bon à mettre au rebut. Et on prend le suivant. Et il y a toujours un vivier de candidats prêts à se brûler pour prendre la place. C'est l'usure organisée, la logique de l'atelier appliquée au vivant. Alors, les fonctions vitales de l'inflammation. Si l'on cesse de considérer l'inflammation comme un ennemi à abattre et qu'on prend le temps d'observer ce qui se passe, on réalise qu'elle est un processus orchestral et systémique, une réponse coordonnée de tout l'organisme. Elle mobilise le système immunitaire, hormonal, nerveux, vasculaire et même psychologique pour atteindre 4 objectifs vitaux. 1. Défense contre l'agresseur. L'objectif clair, neutraliser ce qui est reconnu comme non approprié par le corps. Bactéries, virus, champignons, toxines, corps étrangers. Dès qu'un agent est détecté, les cellules sentinelles, mastocytes, macrophages, résidents, cellules dendrites déclenchent une cascade de signaux chimiques. Cytokines, chimiokines. Les vaisseaux se dilatent, le sang afflue, les globules blancs arrivent sur place, les neutrophiles puis les macrophages englobent et détruisent l'agent indésirable. C'est la phagocytose. Les radicaux libres produits servent à neutraliser l'ennemi au prix d'un stress oxydatif local. C'est du tir à vue biologique. Sans cette phase, un simple rhume pourrait devenir une infection pulmonaire grave. Une coupure de rasage pourrait tourner à la septicémie. Et une petite infection dentaire ou cutanée pourrait, en quelques jours, devenir mortelle. Alors, la phase 2, c'est la réparation tissulaire. L'objectif, en gros, c'est de nettoyer et reconstruire. Une fois l'agresseur contenu, place aux équipes de nettoyage. Les macrophages passent de la phase de destruction M1 à une phase réparatrice M2. Ils dégradent les débris cellulaires, éliminent les tissus nécrosés. Des facteurs de croissance VEGF, TGF, bêta, FGF sont libérés pour stimuler la multiplication des cellules et la formation de nouveaux capillaires. Les fibroblastes produisent du collagène pour reconstituer la trame du tissu. La zone est remodelée progressivement, parfois avec une petite cicatrice, un rappel visible que le corps s'est réparé. Sans cette phase, une plaie resterait ouverte, une fracture resterait instable, un organe abîmé ne retrouverait jamais sa fonction. Ensuite, l'alerte systémique. Objectif, mobiliser l'ensemble du corps. Alerte générale. L'inflammation locale active l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Ça vous dit quelque chose, ça fait un petit bout de temps qu'on commence à parler de cet axe. Résultat, sécrétion de cortisol, anti-inflammatoire naturel, et d'adrénaline, mobilisation énergétique. Cette alerte modifie temporairement le métabolisme, augmentation de la température, la fièvre, pour freiner la prolifération des microbes. Mobilisation des acides aminés, glucose et acides gras pour fournir du carburant aux cellules immunitaires. Sensation de fatigue de repli,
Et pour économiser l'énergie et favoriser la réparation. Sans cette phase, l'organisme ne prendra pas la mesure de l'agression. L'ennemi pourrait proliférer sans déclencher la mobilisation générale. 4. L'adaptation et le renforcement. Eh ouais, c'est la logique hormétique. En biologie, l'hormèse, c'est ce principe paradoxal. Une agression modérée, bien gérée par l'organisme, déclenche des réponses adaptatives qui rendent le corps plus fort qu'avant. L'inflammation en est un exemple parfait. Phase catabolique, donc pendant l'inflammation, active, le corps détruit ce qui est abîmé ou dangereux. Les tissus lésés sont dégradés, les débris cellulaires éliminés, les agents indésirables neutralisés. C'est catégorique. Métaboliquement, c'est une phase de dépense et de nettoyage. Oui, ça fatigue, ça chauffe, ça gonfle, mais c'est le prix à payer pour repartir sur des bases saines. Puis vient la phase anabolique, mais après la résolution de l'inflammation. Reconstruction et surcompensation, le corps reconstruit plus solide. Les nouvelles cellules sont souvent mieux organisées, plus riches en collagène, mieux vascularisées. Le système immunitaire garde la mémoire de l'attaque pour réagir plus vite. C'est la partie bonus, hein. On sort de l'épisode plus résistant qu'avant. Antifragile. Le cycle complet, catabolisme, anabolisme, c'est la version biologique du no pain, no gain. Sans la bêtise de l'autodestruction sportive, hein. Attention. Couper l'inflammation trop tôt avec un anti-inflammatoire, c'est comme arrêter une séance de musculation au premier effort, avant que les muscles n'aient reçu le signal de se renforcer. Une fois que l'on a ces 4 fonctions en tête, c'est difficile de considérer l'inflammation comme un processus délétère et une pathologie, et surtout un processus à bloquer systématiquement. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, quand l'inflammation devient chronique, oui, mais c'est quoi l'inflammation chronique? N'est-ce pas, pour le coup, un processus destructeur? Donc oui, en effet. L'inflammation est un outil de survie, à condition qu'elle sache s'éteindre une fois le travail terminé. Quand ce programme reste en position on, il cesse d'être un allié ponctuel et devient un facteur d'usure qui ronge le corps de l'intérieur. Mais si cela devient chronique, il y a des raisons. Les causes profondes de l'inflammation persistante? Il y a d'abord les agresseurs persistants. Infection froide. On sourit, mais c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Ce sont des foyers microbiens de bas grade, présents parfois depuis des années, qui n'entraînent aucun symptôme aigu spectaculaire, et c'est bien là le problème. Exemple fréquent, gencives infectées, parodontite, dents dévitalisées ou infectées, sinusite chronique, infection urinaire à bas bruit, mycose cutanée persistante. Ces foyers ne déclenchent pas de fièvre forte ni de douleur insupportable, mais libèrent en continu dans la circulation sanguine des petites doses de toxines bactériennes, endotoxines, fragments de parois bactériennes, mycotoxines. Chaque particule toxique agit comme une allumette jetée sur un feu déjà couvant. Elle stimule l'immunité, réactive les médiateurs inflammatoires et empêche le système de déclarer la fin du chantier. Et résultat, une inflammation systémique de bas grade qui fatigue l'organisme, dérègle le métabolisme, oxyde les lipides et fragilise les tissus. Parfois pendant des décennies. Oui, des décennies. Ce sont des incendies invisibles, pas assez intenses pour qu'on les prenne en charge en médecine d'urgence, mais suffisamment persistants pour accélérer le vieillissement et ouvrir la voie aux maladies chroniques. Ensuite, les toxines environnementales. On les respire, on les boit, on les mange. Et souvent, sans même le savoir. Généralement, les solvants industriels, peinture, colle, vernis, pesticides et herbicides. Des résidus sur fruits et légumes dans l'eau. Il y a les métaux lourds, comme le mercure, le plomb ou le cadmium. Des poissons contaminés, amalgame dentaire, pollution de l'air. Ces molécules ne se dégradent pas facilement. Elles s'accumulent dans les graisses, dans les os ou se lient aux protéines et enzymes du corps. Chaque fois qu'elles circulent ou se libèrent dans le sang, perte de poids rapide, stress, effort intense, elles piquent l'immunité comme une écharde. Le système immunitaire, croyant à une agression, relance le processus inflammatoire pour tenter de neutraliser, transformer ou éliminer ces composés. Mais comme la source est constante
Une exposition quotidienne, le corps n'a jamais l'occasion d'éteindre l'alarme. Résultat, un état inflammatoire de fond, discret mais permanent, qui use les défenses, oxyde les tissus, dérègle les hormones et épuise le foie et les reins. Encore un autre facteur, dysbiose intestinale. Dysbiose intestinale, c'est l'ennemi intime, souvent ignoré ou minimisé dans l'analyse médicale classique. Elle survient quand l'équilibre de la flore intestinale se dérègle. Les bactéries bénéfiques reculent, laissant place à des bactéries dites pathobiontes, pas forcément dangereuses en faible nombre, mais problématiques lorsqu'elles prolifèrent. Ces bactéries produisent des endotoxines, lipopolysaccharides ou LPS, qui traversent la paroi intestinale lorsqu'elle est fragilisée. C'est ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Une fois dans le sang, les LPS allument les récepteurs de l'immunité comme des étincelles sur une mèche. Cytokines pro-inflammatoires, activation hépatique, mise en alerte de tout le système. Comme la source, l'intestin déséquilibré n'est jamais mis au repos, l'organisme se retrouve dans un état d'alerte chronique, avec inflammation de bas grade, fatigue persistante et usure prématurée des tissus. La particularité, cette cause est massive, mais souvent sous-estimée, car les marqueurs classiques CRP, leucocytes, peuvent rester dans les normes, donnant l'illusion qu'il n'y a rien. En plus des agresseurs persistants, on peut citer aussi le mode de vie inflammatoire. L'excès de sucre et de farine blanche. Les pics glycémiques répétés provoqués par ces aliments déclenchent une production massive d'insuline. Le glucose en excès se fixe sur les protéines, le glycation, ce qui les rend reconnaissables comme étrangères par le système immunitaire. Parallèlement, les excès de glucose favorisent l'oxydation des lipides, notamment des LDL, ce qui alimente directement les processus inflammatoires dans les vaisseaux. Ce mécanisme est silencieux mais constant, surtout dans une alimentation moderne ultra transformée. Alors, également la sédentarité. L'absence de mouvement ralentit la circulation sanguine et lymphatique. Résultat, la stagnation des déchets métaboliques dans les tissus et un moindre apport en oxygène et nutriments. Les cellules mal alimentées et mal nettoyées envoient des signaux de stress qui entretiennent l'inflammation de bas grade. Le mouvement, même doux, est un anti-inflammatoire naturel par activation musculaire et stimulation de la pompe lymphatique. On parle du stress chronique ? Une activation prolongée du système nerveux sympathique, mode fuite ou combat, entraîne une sécrétion continue de cortisol et d'adrénaline. À long terme, cela déséquilibre la régulation immunitaire au lieu d'éteindre l'inflammation. Le cortisol devient inefficace, mais résistance aux glucocorticoïdes. Encore une fois, une sursollicitation du système immunitaire, un état d'alerte permanent qui épuise les réserves adaptatives de l'organisme. La pollution atmosphérique, la liste, il y a une belle liste, vous avez vu ? Eh oui, la pollution atmosphérique, les particules fines, perturbateurs endocriniens, métaux lourds et autres composés toxiques présents dans l'air, l'eau et l'alimentation franchissent nos barrières protectrices. Chaque micro-exposition devient un agresseur à neutraliser pour le système immunitaire, en particulier au niveau pulmonaire, hépatique et intestinal. L'organisme, occupé à neutraliser ces intrus invisibles, reste en inflammation chronique de faible intensité, avec un coût énergétique élevé. Alors, quand il y a un défaut de régulation hormonale, c'est exactement quand le frein lâche. L'inflammation n'est pas un processus en roue libre. Le corps a prévu des freins puissants pour éviter qu'elle ne s'emballe. Le principal d'entre eux, c'est le cortisol, une hormone stéroïde produite par les glandes surrénales, ces glandes qui sont situées au-dessus des reins. Le rôle physiologique du cortisol, synthétisé à partir du cholestérol, et oui, encore lui, on en a parlé la semaine dernière. Le cortisol est libéré sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HHS. Lui aussi, vous commencez à le connaître maintenant. Alors, il suit un rythme circadien, pique le matin pour mobiliser l'énergie, baisse progressive au fil de la journée. Ses fonctions incluent freiner la production de cytokines pro-inflammatoires, IL-1, IL-6, TNF-alpha, stabiliser les membranes des cellules immunitaires pour limiter la libération d'enzymes destructrices,
favoriser la résolution de l'inflammation en stimulant les cytokines anti-inflammatoires, les fameux IL-10. Maintenir la glycémie pour fournir de l'énergie au système immunitaire en action. En clair, sans cortisol, l'inflammation ne s'arrête jamais. Alors, pourquoi le système de freinage se dérègle? 1. Épuisement surrénalien, sollicitation prolongée, stress chronique, surentraînement, infection froide, toxines. C'est une production de cortisol en continu. Les surrénales finissent par ne plus répondre ou produire peu. Ensuite, il y a un dérèglement de l'HHS. Hypothalamus et l'hypophyse, saturés de signaux de stress, cessent de stimuler correctement les surrénales. Ils sont en grève, quoi. Résultat, cortisol trop bas ou mal rythmé. L'inflammation chronique mal contrôlée. 3. Il y a la résistance au cortisol, tout simplement. Comme pour l'insuline, les récepteurs cellulaires au cortisol deviennent moins sensibles après une exposition prolongée. L'hormone est là, mais les tissus n'écoutent plus. Et la cortisone exogène. La cortisone exogène, les fameux corticoïdes, prednisone, dexaméthasone. Ouais, ce sont des analogues synthétiques du cortisol, prescrits pour leurs effets anti-inflammatoires puissants. Le problème, c'est qu'en bloquant la production naturelle de cytokines, ils court-circuitent complètement la régulation physiologique. Utilisé au long cours, il supprime la production endogène de cortisol, l'HHS, se met en sommeil. Alors, dès l'arrêt brutal, l'organisme peut se retrouver sans aucun frein ni défense efficace. Inflammation rebondissante et risque vital, vraiment. Donc, à retenir, sans cortisol ou avec un cortisol mal régulé, l'inflammation devient comme une voiture lancée à pleine vitesse, sans frein à main. On peut masquer le problème avec de la cortisone, mais c'est comme mettre un bloc de béton devant la voiture. Ça arrête net en cassant tout. C'est riche, c'est dense, n'est-ce pas? Et encore, je développe à minima, car il y aurait tant et tant à dire qui ne viendrait que confirmer que tout ceci relève d'une logique absolue et que le corps est génial. À ce sujet, je vous encourage à attendre la fin du podcast, car j'aurai une annonce essentielle à ce sujet. Et faites easy, et ouais, je m'y mets aussi, Ouais, c'est ça, on s'adapte. Comment ces facteurs convergent vers une inflammation chronique? Ce dont on vient de citer, là. Il y a une phase d'initiation, l'agression répétée. Et chaque facteur cité, l'excès de sucre, la sédentarité, le stress chronique, la pollution, la dysbiose, les toxines, les infections froides. Tout ça agit comme une petite étincelle qui déclenche ponctuellement la réponse inflammatoire. À ce stade, l'inflammation est utile. Elle neutralise, répare, élimine. Mais l'absence de retour au repos empêche la phase de résolution. Ensuite, il y a une phase d'amplification. La stimulation continue. Quand l'agression est quotidienne ou permanente, le système immunitaire n'a plus le temps de ranger les outils. Les cytokines pro-inflammatoires, TNF alpha, IL-6, IL-1, bêta, restent en circulation. Les macrophages et neutrophiles, au lieu de se retirer après réparation, restent actifs et libèrent en continu des radicaux libres et enzymes destructrices. Et puis, il y a la phase d'épuisement, la perte de régulation. Le cortisol, principal frein naturel de l'inflammation, devient inefficace. C'est ce qu'on appelle une résistance. Ou insuffisant. C'est une fatigue surrénalienne. Le système nerveux autonome se dérègle, à dominance sympathique permanente, absence de repos parasympathique. Les cellules immunitaires se programment dans un mode auto-attaque. Et c'est le risque d'auto-immunité. Et puis, la phase de chronicisation. Le fameux cercle vicieux, parce que l'inflammation endommage les tissus, ce qui amène la libération de nouveaux signaux de danger, les DAMPs. Ces signaux relancent la réponse immunitaire, même en absence d'agresseur initial. Les tissus se transforment, fibrose, rigidité vasculaire, dysfonctionnement organique. On entre alors dans le vieillissement inflammatoire, l'inflammaging. Voilà, ça arrive. L'arthrose, athérosclérose, Alzheimer, diabète de type 2, etc., etc. Et la vision hygiéniste dans tout ça. C'est ça que la médecine conventionnelle oublie. La vision hygiéniste, elle, nous rappelle que le symptôme n'est pas
le problème, c'est l'alarme. Supprimer le symptôme sans traiter la cause revient à couper le fil du détecteur de fumée en laissant brûler la maison. L'objectif n'est pas de faire taire l'inflammation, mais de réduire les causes qui l'allument et de restaurer les capacités d'autorégulation du corps. Les conséquences à long terme d'une inflammation ininterrompue? Quand le processus inflammatoire, conçu à l'origine comme une réponse ponctuelle et salvatrice, ne s'éteint plus, il cesse d'être un allié. Il devient un feu couvant en permanence dans l'organisme, brûlant lentement les structures qu'il voulait au départ protéger, qui amène à un vieillissement accéléré, oxydation massive, les radicaux libres produits lors de la réaction inflammatoire attaquent l'ADN, les protéines et les lipides des membranes cellulaires. Il y a un ralentissement de la régénération. L'énergie du corps est monopolisée par la guerre inflammatoire, laissant moins de ressources pour le renouvellement tissulaire. Et les conséquences visibles et palpables, les rides précoces, une fonte musculaire progressive, une perte de souplesse articulaire, une diminution des réflexes et de la résistance à l'effort. C'est un vieillissement prématuré au niveau microscopique qui finit par se voir à l'extérieur. Et puis, il y a aussi les maladies auto-immunes. Un système immunitaire épuisé et constamment en alerte finit par perdre sa capacité de discernement. Les frontières entre le soi et le non-soi deviennent floues. Les cellules immunitaires attaquent les propres tissus de l'organisme. Exemple, thyroïdite de Hashimoto, polyarthrite rhumatoïde, lupus, sclérose en plaques, maladie cœliaque. Ce n'est pas un bug, c'est une dérive d'un système surutilisé, comme un soldat qui tire sur tout ce qui bouge après trop de batailles. Et les fibroses et la rigidification des tissus. Une inflammation chronique finit par laisser des cicatrices internes. Le tissu sain est remplacé par du tissu fibreux, pauvre en cellules fonctionnelles. Ce tissu cicatriciel est rigide, peu vascularisé et ne remplit pas les fonctions du tissu d'origine. Alors les conséquences, par exemple pour le foie, fibrose hépatique pouvant évoluer vers la cirrhose. Au niveau des poumons, fibrose pulmonaire, réduisant la capacité respiratoire. Au niveau du cœur, rigidification myocardique, limitant l'efficacité de la pompe cardiaque. Le corps devient littéralement plus dur et moins vivant. Dans le cortège, il y a les troubles cardiovasculaires. L'inflammation oxyde les LDL, ce qui les rend agressifs pour les parois des artères. Les macrophages les captent, créant des plaques d'athérome qui peuvent se rompre et provoquer un infarctus ou un AVC. En parallèle, les parois vasculaires perdent leur élasticité, la tension artérielle augmente, le débit sanguin se perturbe. C'est la version lente et silencieuse de l'accident cardiovasculaire. Donc, à retenir, à ce niveau-là, l'inflammation chronique n'est pas un excès ponctuel de réaction. C'est une guerre civile permanente à l'intérieur du corps. Et comme toute guerre interminable, elle finit par anéantir la maison qu'elle prétendait défendre. Alors, les anti-inflammatoires, je vois venir la question. Une fausse bonne idée ? L'industrie pharmaceutique vend l'idée que moins d'inflammation égale plus de santé. Bon, en réalité, c'est un raccourci un peu dangereux. L'inflammation n'est pas l'ennemi, elle est l'outil de réparation. Bloquer cet outil, c'est comme envoyer des ouvriers sur un chantier, puis leur interdire d'utiliser leurs outils. Les corticoïdes, la bombe atomique anti-inflammatoire. Le mécanisme, les corticoïdes, prednisone, dexaméthasone et tout le tout-team imitent le cortisol. C'est de l'imitation. L'hormone naturelle, qui est le cortisol, sécrété par les glandes surrénales pour réguler l'inflammation. Ils inhibent la transcription des gènes pro-inflammatoires, bloquant ainsi la production de cytokines, de prostaglandines et de leucotriènes. Problème majeur expliqué simplement, le corps possède un système de régulation très précis qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, HHS, vous le connaissez. L'hypothalamus, dans le cerveau, envoie un signal chimique, CRH.
qui arrive à l'hypophyse, ou également dans le cerveau, qui envoie à son tour un autre signal, ACTH, qui arrive aux glandes surrénales, au-dessus des reins, pour leur dire alerte, alerte, fabrique du cortisol imminente et urgente. Quand on prend des corticoïdes de façon prolongée, le cerveau détecte qu'il y a déjà beaucoup de cortisol, exogène en l'occurrence, dans le sang. Résultat, l'hypothalamus l'envoie du CRH. L'hypophyse arrête de produire de la CTH. Et les surrénales s'endorment et arrêtent de produire leur propre cortisol. Donc, conséquence, au bout de quelques semaines ou mois, vos glandes surrénales s'atrophient. Elles deviennent incapables de répondre à un stress, une infection, une inflammation. Si on arrête brutalement les corticoïdes, c'est la crise d'insuffisance surrénalienne. Chute brutale de la tension, collapsus, et dans les cas graves, la mort. La mort. En clair, les corticoïdes ne soignent pas. Ils remplacent votre système de régulation naturelle jusqu'à le détruire. Mais le résultat, insuffisance surrénalienne. Votre corps n'est plus capable de produire son propre frein anti-inflammatoire naturel. Et il y a d'autres conséquences à long terme. Une fragilité immunitaire, une fonte musculaire, une ostéoporose, du diabète, des troubles psychiatriques. Les corticoïdes, c'est comme utiliser un extincteur géant pour éteindre un feu de cuisine. Voilà. Sauf qu'il détruit aussi la cuisine et empêche vos pompiers de se former pour la prochaine fois. Comprenez un peu l'image ? C'est ça. Alors, les AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'ibuprofène, aspirine, naproxène, diclofénac. Leur mécanisme, ils bloquent les enzymes COX-1 et COX-2, qui déclenchent l'inhibition de la synthèse des prostaglandines. L'effet immédiat, moins de douleur, oui, moins de gonflement. L'effet caché, les prostaglandines ne servent pas qu'à entretenir la douleur. Elles protègent aussi la muqueuse gastrique. Ils régulent la perfusion rénale. Sans elles, risque d'ulcère, hémorragie digestive, atteinte rénale, surtout chez les sujets fragiles. Les prostaglandines sont aussi impliquées dans la cicatrisation. Les bloquer ralentit la réparation tissulaire des muscles, des tendons, des os. Les AINS, c'est comme couper l'alarme d'incendie parce qu'elle fait du bruit, tout en laissant le feu couver. Alors, les inhibiteurs biologiques des cytokines, anti-TNF, anti-IL-6, etc. Utilisés en particulier dans la polyarthrite, maladie de Crohn, psoriasis. Leur mécanisme, elles neutralisent des cytokines clés. Exemple TNF-alpha, IL-1, IL-6, qui orchestrent la défense inflammatoire. Et les effets sont un effondrement ciblé de certaines voies immunitaires, réduction en effet spectaculaire des symptômes. Par contre, il y a un prix à payer. La vulnérabilité extrême aux infections. Tuberculose, zona, infection opportuniste. Ça amène à un risque accru de cancer à long terme. C'est pas moi. Les références, Bongarty et Hall, JAMA 2006. Là, je vous les cite. Singh Jia and Hall, Annals of Rheumatic Disease en 2011. Il y a des références. Les anti-TNF, c'est comme désactiver toutes les gardes d'un château pour éviter qu'il fasse du bruit, jusqu'au jour où l'ennemi attaque. Alors, en conclusion de ce chapitre, bloquer l'inflammation à tout prix n'est pas un acte de santé. C'est une mutilation fonctionnelle du système immunitaire. Oui, il faut parfois calmer une inflammation pour éviter un dommage immédiat, mais la coupure systématique est une stratégie de court terme. C'est du court-termisme médical qui détruit nos capacités naturelles d'autoréparation. Parce que l'inflammation est un processus vivant, régulé, précis. Vivant, régulé, précis. Bloquer l'inflammation par réflexe, c'est comme saboter les freins et le volant sous prétexte que la voiture vibre un peu. Allez,
Puisqu'on est chez Régénère, il faut encore une fois terminer par l'essentiel. La vraie question, vous la voyez venir, et si on s'attaquait au terrain, hein? Bloquer l'inflammation, c'est comme couper le fil rouge d'une alarme incendie en espérant que le feu s'éteigne. Le vrai courage, c'est d'aller chercher ce qui allume et entretient le feu et de changer les conditions qui le rendent possible. Donc, une alimentation anti-inflammatoire, réduire sucre rapide, farine raffinée, l'huile industrielle, produits ultra transformés, ces carburants de l'inflammation silencieuse. Il faut, on vous oriente vers le fait d'augmenter végétaux riches en polyphénol, les épices, le curcuma, le gingembre, les oméga 3, les petits poissons gras, graines de lin et de chia fraîchement moulus, les aliments vivants et non dénaturés. Et surtout variés. Plus l'assiette est colorée, plus elle apporte une palette d'antioxydants qui freinent le stress oxydatif. C'est un peu le concept d'un plat en Ayurveda. Le mouvement régulier, pour pas changer. Pas besoin de devenir marathonien, attention. Mais marcher, respirer profondément en plein air, faire travailler toutes les chaînes musculaires chaque jour, tout ça, c'est une activité physique. L'activité physique stimule la circulation, élimine les déchets métaboliques, oxygène les tissus et régule les réponses inflammatoires. Et puis, la gestion du stress et du sommeil. Le stress chronique, on le sait, il active en continu les mêmes voies hormonales que l'inflammation. Apprendre à débrancher est un acte thérapeutique. Un sommeil profond et régulier restaure le système immunitaire et régule la production de cortisol, notre frein naturel contre les emballements inflammatoires. Alors, important également, le soutien du microbiote. Le microbiote intestinal est le premier régulateur immunitaire. Une flore en déséquilibre libère en continu des endotoxines qui entretiennent le feu. Misez sur les fibres prébiotiques, les aliments fermentés, maison, si possible, et limitez les agressions antibiotiques inutiles, excès d'alcool et les additifs. L'exposition naturelle au froid et au soleil, ça aussi, c'est gratuit. Le froid, l'exposition progressive, bien sûr, exposition volontaire au froid. Elle entraîne le système vasculaire et stimule les anti-inflammatoires endogènes. Le soleil, exposition mesurée, attention, régule l'immunité via la vitamine D et d'autres voies encore mal connues mais puissantes. Le but, ce n'est pas d'éteindre l'inflammation à tout prix, mais de retirer les braises qui l'alimentent en permanence. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas magique, mais c'est ce qui vous rend libre et résilient. Alors, vous allez me dire, c'est toujours la même chose que tu racontes. Bah oui, j'avoue, oui. Et c'est rassurant, parce que la santé obéit à des lois immuables, systémiques et universelles. Les mêmes lois qui permettent à un enfant de cicatriser, à une plante de repousser après avoir été taillée, à une rivière de redevenir claire quand on arrête de la polluer. Ce sont ces mêmes lois-là. Ces lois-là ne dépendent pas des dernières découvertes pharmaceutiques ni des modes alimentaires qui passent. Elles dépendent de votre capacité à retrouver un terrain vivant, à écouter votre corps, à lui donner ce dont il a besoin et à arrêter de lutter contre ses propres mécanismes de survie. Donc, pour conclure, vous l'avez compris, le vrai problème, ce n'est pas l'inflammation. C'est ce qui oblige le corps à l'entretenir jour et nuit. Et tant qu'on ne touche pas au terrain, on pourra empiler toutes les pilules du monde. On ne fera que maquiller la réalité. C'est de la postiche. Alors oui, ce que vous ressentez parfois comme une gêne, une douleur, une rougeur est peut-être la meilleure chose qui vous soit arrivée cette semaine. Parce que c'est le signe que votre corps se bat pour vous. Et notre rôle, ce n'est pas de lui mettre des bâtons dans les roues, mais de lui enlever le poids qu'on lui impose depuis trop longtemps. Et là, grande nouvelle! Cette série Le corps est génial a suscité un tel enthousiasme, et je dois le dire, une telle frustration pour nous de ne pas pouvoir développer chaque sujet sans finir avec un podcast de 3 heures,
que nous avons décidé d'en faire un livre. Ouais, pas 4 ou 6 chapitres comme dans les vidéos, mais plus de 20 chapitres. 20 portes d'entrée pour comprendre avec des exemples concrets que tout ce que nous combattons à coups de médicaments est 9 fois sur 10 un mécanisme de survie et que nous passons à côté de la génialité absolue du vivant. Eh ouais, rendez-vous en 2026, certainement pour la sortie de Le corps est génial, mais version intégrale. Hein. Et d'ici là, petite pause pour moi au mois d'août. Je vous laisse entre de bonnes mains avec les vidéos événements de Thierry Casasnovas et Eric Ancelet. Comment en sommes-nous arrivés là? Et comment en sortir? Que vous adorez déjà. Et moi, je vous retrouve début septembre avec les podcasts Régénère. Et d'ici là, prenez soin de votre terrain et il vous le rendra au centuple. Garantie sur facture, cette fois-ci.